Le capitalisme actuel est parfois décrit comme une économie casino, mais je ne connais aucun casino où le président de la Banque centrale et le ministre des Finances accompagnent le joueur devant la roulette en lui garantissant gentiment de couvrir toutes ses pertes. La crise financière de 2007-2009 n'est pas la crise du capitalisme débridé, mais la crise du capitalisme irresponsable. D'abord, soulignons que les origines de la crise plongent leurs racines dans la politique de logement américaine. L'État américain a incité et parfois même contraint les banques à accorder des prêts à des créanciers insolvables, les fameux prêts subprimes. Ensuite, la crise trouve son origine dans une politique monétaire irresponsable en vue de créer la demande. En effet, après la récession de 1992, la Fed s'est lancée dans une politique monétaire très expansionniste. Ces 2 dernières décennies, c'est la politique monétaire américaine qui a constitué le plus grand facteur d'instabilité et qui fut le facteur déterminant de la crise financière. Mais un troisième facteur, c'est l'hyperréglementation. On prétend souvent que la crise s'explique en raison d'une déréglementation du secteur bancaire et financier. C'est tout le contraire. Dans son ouvrage Fiasco financier, Johan Norberg donne plusieurs éléments factuels qui tordent le cou à ce mythe du secteur financier déréglementé. Citons-en quelques-uns. En 2009, 12 190 personnes travaillaient à plein temps dans le secteur de la régulation financière, soit 5 fois plus qu'en 1960. Depuis la prétendue vague de dérégulation en 1980, le coût des agences fédérales en charge de la régulation des opérations financières est passé de 725 millions de dollars à 2,3 milliards de dollars. Un mythe de Hoover accourt à propos de la présidence de Bush. Ce président est présenté comme un dérégulateur. En réalité, durant ces 8 années à la Maison-Blanche, la réglementation fédérale a augmenté au rythme de 78 000 pages chaque année. Bill Clinton a réduit de 969 personnes le nombre d'agents fédéraux, alors que Bush a accru leur nombre de 91 196 personnes. On entend souvent l'argument selon lequel il manquerait une institution internationale en mesure de coordonner et de réguler la mondialisation. Mais n'est-ce pas la tâche du FMI? De la Banque mondiale? Des banques de développement régionales? Du Bureau international du travail? Du Programme de développement humain de l'ONU? De l'OMC, du département des affaires économiques et sociales, du comité de Bâle, de l'organisation de coopération et de développement économique, du Forum de stabilité financière, de l'Association internationale de superviseurs d'assurance, du Bureau international des normes comptables, etc., etc. Certains, qui déplorent que le marché financier soit dérégulé, se réfèrent au fait que les opérateurs privés ont reçu des responsabilités régulatoires, comme par exemple les agences de notation. Mais si le gouvernement introduit plus de réglementation et en confie l'application à des acteurs privés qui ont un intérêt financier à les orienter dans une certaine direction, cela signifie que ce gouvernement viole dangereusement la séparation entre la sphère politique et la sphère économique. Ce faisant, il fait exactement le contraire de ce que préconise la doctrine du laisser-faire, à savoir la séparation radicale du monde politique et du monde des affaires. Le problème n'est donc pas que nous ayons trop peu de réglementation. Bien au contraire, nous en avons beaucoup trop, et avant tout des réglementations erronées. En effet, ce n'est pas une insuffisance, mais un excès de réglementation dans le secteur bancaire et financier qui a conduit à la crise. Cette réglementation détaillée et l'assurance que la Banque centrale les soutiendra quoi qu'il arrive a rendu les entreprises légalistes, hypocrites et irresponsables, se contentant de respecter à la lettre le prescrit légal plutôt que de créer, comme par le passé, leurs propres normes. L'ancien système les contraignait pourtant à rester prudentes et à s'améliorer constamment sous peine d'être sanctionnés par le marché et en justice si ces normes étaient de mauvaise qualité. Il serait plus sain et plus responsabilisant de laisser aux entreprises le choix des méthodes les plus adaptées pour remplir un objectif général de l'information financière, déterminé et sanctionné par la loi, refléter le plus fidèlement la situation patrimoniale de l'entreprise. Ce qui suppose non pas plus mais moins de régulation, mais de meilleure qualité. C'est-à-dire une régulation basée sur des principes simples, responsabilité, honnêteté, sincérité des contrats, etc. Si nous désirons réellement nous prémunir contre les futures tempêtes financières, nous devrions, nous dit Norberg, faire exactement le contraire de ce que nous faisons aujourd'hui. Nous devrions enlever les barrières de sécurité et détendre les filets. Nous devrions abolir les plans de sauvetage et les fonds d'assurance pour forcer les banques, d'une part, à réfléchir aux risques
qu'elles peuvent réellement supporter, et d'autre part, à estimer précisément le capital dont elles ont besoin pour couvrir leurs risques. Nous devrions priver les agences de notation de leur rôle officiel pour forcer les investisseurs à réfléchir par eux-mêmes pour savoir où placer leur argent. Nous devrions systématiquement mettre fin aux protections et garanties que les autorités gouvernementales donnent aux investisseurs et aux épargnants pour laisser place à leur sens commun et à leurs propres responsabilités. Ceux qui ne font pas confiance en eux-mêmes ne devraient pas avoir le droit d'approcher des marchés à risque. Le problème, nous dit Norberg, n'est pas que nous aurions une économie casino. En réalité, nous avons une économie hélicoptère, c'est-à-dire une économie paternaliste. Il compare ici l'action de l'État à la surveillance excessive de certains parents envers leurs enfants, adolescents, à celle d'un hélicoptère. Les autorités observent constamment les acteurs du marché pour les empêcher de tomber et de se blesser, et rangent tout le désordre qu'ils ont mis après qu'ils soient partis. Cela signifie que les adolescents ne grandissent jamais et n'apprennent jamais à déceler eux-mêmes le danger. Ils continuent constamment à se comporter imprudemment. C'est pour cette raison que de tels enfants finiront fatalement par tomber et se blesser très sérieusement dans des contextes plus dangereux, car le risque fait partie de la vie.